Alors, au siècle des Lumières, il y a un personnage qui est assez clé, qui est un petit peu notre Hippocrate, si on peut dire. Donc, M. Bourgelat, il était écuyer du roi, et on le connaît surtout pour avoir créé les écoles vétérinaires. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup de contact avec la médecine humaine déjà, dans la mesure où, en tant qu'écuyer du roi, il avait constaté de très graves incohérences dans les descriptions d'anatomie et de mécanique du cheval. Et vous savez, on est en période de Descartes, donc tout est mécanique. Et il disait, la mécanique du cheval, ça doit être la même mécanique que celle de l'homme. Donc il s'est beaucoup rapproché des humains. Et puis il avait aussi une volonté d'apporter à la gestion des épizooties cette science qui commençait à s'éveiller. Le seul problème qu'il va y avoir dans la gestion de ces premières écoles vétérinaires, c'est que le niveau de culture générale, enfin d'instruction générale, était très faible, ce qui fait que quand on va arriver dans la période napoléonienne, on ne verra pas surgir un larrey vétérinaire, si je me suis permis cette expression, et comme on le voit sur la gravure, là, le vétérinaire, il est au milieu, là. Donc, il était cantonné dans l'armée napoléonienne au grade de maréchal des logis, donc sous-officier, et il était sous la coupe des officiers de cavalerie, qui en général étaient beaucoup plus cultivés, beaucoup plus instruits que lui. Mais on doit quand même certaines choses à Napoléon, parce qu'en dehors des guerres, hein, parce que c'est des dizaines de milliers de chevaux, hein, en dehors des guerres, proprement dites, il y a le problème de migration de population, parce qu'il y a, pour la nourriture des armées, il y a les bovins qui circulent, et puis on en prend au passage chez les gens, donc beaucoup de... ce qui fait des problèmes d'épidémie. Et en pleine débâcle de la campagne de Russie, le 15 janvier 1813, Napoléon signe un décret donnant au seul vétérinaire l'exclusivité d'agir dans le cadre des épizooties. Alors, dans la période post-napoléonienne, on a évoqué ce matin bon, la restauration, tout ça, donc il n'y a pas de grande date, mais par contre, déjà, il y a la création du baccalauréat qui va être un palier, une tentative de créer 2 niveaux de vétérinaires, et puis petit à petit, tout ça, ça va monter en puissance, mais ça ne s'arrêtera qu'en 1923, avec le doctorat vétérinaire, hein, qui est délivré par les facs de médecine, comme vous savez, sera instauré qu'en 1923. Mais le niveau, il va suffisamment monter pour que, à l'abord de la période pastorienne, on ait des gens, des vétos, qui soient motivés et qui vont vraiment s'investir dans le mouvement pastorien. Alors, on cite toujours cette truc de Pasteur, cette boutade presque de Pasteur. Il ne faut pas dire que les vétos, comme on entend fois, l'ont beaucoup mieux accueilli que les médecins. Il y a quand même eu des problèmes, notamment par le fait que Toussaint, qui était un véto qui avait commencé à travailler sur l'inactivation des vaccins, plus ou moins, on dit que Pasteur lui a piqué le truc pour se l'approprier après. Et il était quand même aussi en conflit avec des autorités assises, notamment Boulet, qui était le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, et qui était donc un spontanéiste, hein, mais qui après est devenu un de ses plus farouches défenseurs. Donc il y a donc des grandes figures de la profession qui ont travaillé autour de Pasteur, donc Nocard, qui était aussi, je l'ai mis parce que il paraît qu'en jurisprudence c'était quelqu'un de très, très pointu aussi. Donc son assistant Guérin, Guérin c'est le G de BCG bien sûr. Ramon, on l'a évoqué tout à l'heure, donc les anatoxines, les premiers adjuvants, et aussi, vous me corrigerez si je me trompe, la possibilité d'associer les vaccins sans que ça les dévalorise. Et puis, j'ai noté aussi Leclinch, qui s'est bien impliqué en médecine humaine, dans la mesure où le sérum de Leclinch-Vallée, qui était un sérum polyvalent, hein, streptostaphylos, si je me mémoire, a été énormément utilisé dans les grands conflits du XXe siècle. Donc j'avais dit contexte économique différent, contexte juridique différent, je vais essayer d'en parler. Donc il faut comprendre que après cette période pastorienne, donc les vétos qui sortaient, ces figures, hein, bon, il faut se figurer les écoles vétérinaires, c'est un milieu clos, il y a vraiment un esprit d'école, et ces gens-là sont très motivés donc,
par l'épopée pastorienne, disons, et puis ils ont, un peu comme les instituteurs de la Troisième République, la volonté d'aller porter la science. Il y a une chanson pour les coloniaux, porter la science au pays des Zoulous, qui est une chanson d'étudiants. Alors, les trois grandes maladies emblématiques, où vraiment là, l'État va s'investir directement, c'est tuberculose, fièvre afteuse, brucellose. Donc, en tuberculose, c'est l'intradermotuberculination qui est la pierre angulaire, donc ce n'est pas un vaccin. Donc, intradermo annuel, intradermo pour l'introduction dans les cheptels d'un nouvel animal, intradermo systématique s'il y a eu des saisies à l'abattoir, etc. Mais c'est surtout dans la fièvre afteuse que le vaccin va être vraiment le seul outil. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu de cas clinique de fièvre afteuse. Donc, c'est une maladie qui n'est pas mortelle, qui n'est pas contagieuse à l'homme officiellement. Dans l'inconscient du collectif, c'est différent. Mais qui est extrêmement débilitante et qui était encore dans les souvenirs, moi, quand j'en faisais encore dans les années 70-80. Donc, le vaccin, très très bien accepté, bien qu'il y ait eu de gros ratés au départ, avec une innocuité qui était loin d'être évidente. Et on a vu un petit peu les oppositions arriver quand on ne se souvenait plus de l'épidémie, en fait. C'est-à-dire dans les années 80-90, on disait « Ah ouais, ça fait avorter les vaches, tout ça ». Puis quand on a arrêté, la vache, elle avortait quand même l'année d'après. Et en brucellose, on a beaucoup... En fait, on a joué un mix. Abattage, ce n'était pas possible, parce qu'on était, dans les années 30-40, on était à 50% de cheptels infectés. Donc, on a été obligé d'utiliser parallèlement l'abattage, la déclaration des avortements qui était très mal faite, et une vaccination. Donc, le problème, c'est qu'on avait à l'époque le vaccin B19, qui est un vaccin vivant, et donc qui interférait dans le diagnostic, qui était à l'époque une simple séroagglutination. Donc, l'État peut encore intervenir directement dans des maladies qui sont codifiées, risque 1, risque 2, mais on a un bon exemple des failles que ça amène dans la gestion de la fièvre catarrhale. Parce que la fièvre catarrhale, c'est essentiellement un problème purement économique, c'est-à-dire que si vous avez vos broutards, donc les animaux d'un an qui partent à l'exportation, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas partir. Donc le marchand, il vous dit, je ne prends pas ta bête, et puis il prend la ligne. Alors, on a, dans un premier temps, vacciné tout le cheptel, et à mon avis, à l'avis des praticiens, il aurait fallu vacciner tout le cheptel reproducteur et tous les animaux, alors qu'on se contentait de faire que l'exportation. Il faut savoir, en principe, à l'exportation, les règlements sanitaires, c'est le cache-sexe du protectionnisme. Donc, on va... après, il y a évidemment des vaccinations volontaires, donc qui là sont pratiquées dans le cadre d'un plan sanitaire d'élevage, c'est-à-dire que l'éleveur les pratique lui-même, mais à la suite d'une visite annuelle où le veto définit les risques et autorise. Donc c'est très bien accepté quand même globalement, parce que c'est une alternative évidente aux antibiotiques. Il faut savoir qu'on était parti dans des dérives, notamment dans les pathologies néonatales et les pneumopathies du veau, avec l'équinolone de troisième génération, les céphalosporines de troisième génération, l'équinolone qu'on utilisait à peu près comme le doliprane, quoi. Alors, on passe maintenant aux chevaux, qui sont dans un contexte complètement différent, puisqu'il n'y a pas d'obligation vaccinale chez le cheval, bien entendu, à part que si vous avez un cheval et que vous ne vous limitez pas à faire des promenades autour de chez vous, vous allez entrer dans un système qui est un système contractuel, que vous engagiez votre cheval dans une course ou que vous engagez dans une compétition. Il y a un règlement, et ce règlement, il impose la vaccination donc contre la grippe et contre la rhinopneumonie. En course, il y a toujours un décalage entre les galopeurs et les trotteurs. C'est aussi pour des raisons économiques. Au galop, ils ont quand même un petit peu de marge de manœuvre financièrement, donc ils vont plus vite. Donc actuellement, en rhinopneumonie, les trotteurs sont encore... on va commencer au 1er janvier. Alors sur un hippodrome comme Vichy, quand vous avez des réunions mixtes, il y a des chevaux qui sont vaccinés, d'autres pas vaccinés. Donc sur les animaux de compagnie, alors c'est plutôt là qu'on commence à sentir on met un petit peu les freins dans le public sur la vaccination. Et c'est surtout dans le monde anglo-saxon, et c'est assez récent. Alors, la vaccination telle qu'on l'a pratiquée dans nos cabinets, elle peut porter à critique, dans la mesure où, en fait, elle était annuelle. Il faut reconnaître qu'elle était financièrement quelque chose
d'intéressant qui permettait de lisser un peu les tarifs et de faire des chirurgies à des prix qui soient abordables pour des gens qui payent de leur propre poche. Mais le protocole vaccinal, il ne tient pas la route. Heureusement que les grands spécialistes ne connaissent pas le sujet. Parce que par exemple en leptospirose, pour avoir une bonne vaccination, c'est la vignette jaune, pour avoir une bonne vaccination, il faudrait faire tous les 6 mois. Après, les vaccins vivants, type maladie carrée, hépatite, tous les 2 ans, ça suffirait. Bon, la rage, beaucoup de gens la font, alors qu'elle est plus obligatoire que pour la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc après, chez le chat, on arrive aussi à un nombre de vaccinations assez catastrophique. Et alors, ce qui, moi, me fait quand même un peu peur, c'est que la grogne anti-vaccin, elle est associée à un retour à l'alimentation crue. On ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'un chat, bon, un chat, ça pourrait se confondre, un chien, c'est pas un vrai carnivore. Hein. Et compte tenu de cette population, qui déjà a des pratiques d'hygiène, ne serait-ce que sur elle, pas terribles, et puis pas toujours des moyens, ça pose un vrai problème quand même de contamination, parce que cette viande crue, on va la chercher où? En général, dans les supermarchés bas de gamme, donc ça vient de la filière volaille, et la filière volaille, il faut savoir que la salmonelle est un commensal de la filière volaille. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète un tout petit peu. Alors sur la filière industrielle, bon, c'est pas une filière que je connais très bien, même très mal, sauf que j'ai quand même été vétérinaire d'abattoir et que j'ai vu un petit peu les conséquences de laisser la vaccination aux seules mains des éleveurs, et notamment de ce type d'éleveur industriel. Puisqu'il faut savoir, l'éleveur, que ce soit en porc ou en volaille, l'éleveur n'est pas propriétaire, il est propriétaire de rien. Donc il reçoit un lot de volaille et il reçoit un colis d'un veto qui a signé l'ordonnance, je n'oserais pas dire rédiger l'ordonnance, et puis voilà, ça part comme ça. Donc c'est des espèces qui ne sont pas très faciles à attraper, c'est des très très gros effectifs, et on voit notamment en abattoir, donc en filière porc, là vous avez une arthrite. Alors ces arthrites, elles sont extrêmement pénalisantes, parce que d'une part, bon, il y a évidemment le poids de viande qui ne va pas être payé, et en plus ça déclasse les carcasses. C'est-à-dire que si vous avez un porc label rouge, il ne peut pas ne pas avoir son jambon. Hein. Donc c'est très très pénalisant. Et évidemment, les industriels montent au créneau, parce que les interlocuteurs que vous avez là, c'est les groupements de producteurs. Hein. Donc ils viennent avec leur veto, bien sûr. Et là, sur l'abattoir de Vichy, on avait dû faire venir le prof d'hygiène des viandes de Lyon pour s'expliquer, parce que c'était bien sûr le veto d'abattoir qui était trop sévère. Mais il faut savoir que ce qu'on isole là, c'est quand même le bacille du rouget, c'est Erysipedotrix. Hein. Alors le rouget est une maladie à déclaration obligatoire, hein, transmissible à l'homme, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais sa déclaration obligatoire était tombée complètement en désuétude depuis, je dirais, au moins une 50aine d'années, dans la mesure où, en élevage fermier, on maîtrisait très très bien, avec souvent beaucoup d'antibiotiques, et puis mais des simples pénicillines en injection souvent unique. Et quand on avait vraiment des problèmes, on vaccinait, et quand on vaccinait, ça allait très bien. Donc là, il y a clairement dans la technique vaccinale quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors donc, bien sûr, après sur ces saisies, sur le contexte juridique, c'est évidemment les recours administratifs, donc le recours hiérarchique, hein, avec un vétérinaire qui descend de la DSV, enfin ça n'existe plus, mais il y a encore quelques vétérinaires quand même dans les chefs-lieux de département. Et puis sinon, le tribunal administratif, bien entendu.